Je l'ai vu sur la scène de la danse avec Loïc Fuller dans une séance précédente. Et donc l'idée c'était de se recentrer sur une présence de l'abstraction, non pas sur la toile, mais plutôt sur la scène. Et la scène que j'aurais convoquée aujourd'hui est plutôt la scène musicale, ou plus précisément en fait la scène du son et lumière, on va appeler ça comme cela, ou du light show, qui a une actualité, je pense, aujourd'hui d'autant plus présente dans, j'ai envie de dire, la scène des actualités de l'art contemporain aujourd'hui, puisque vous avez donc actuellement au Palais de Tokyo une importante rétrospective de Julio Leparc et que va ouvrir très très prochainement une importante exposition sur une grande rétrospective du luminocinétisme ou de l'art lumino-dynamique au Grand Palais. Alors j'ai ramené ici donc un des exemples caractéristiques de cet art lumino-dynamique, de son et lumière en quelque sorte, qui va trouver effectivement une sorte d'apogée ou d'âge d'or dans les années 60. Il s'agit de Nicolas Schoeffer, un artiste qu'on a qualifié d'artiste cybernétique, utilisant les technologies de l'époque, les technologies donc de l'électricité, mais aussi de dispositifs associant donc des lumières mobiles et les associants en particulier, c'est ce sur quoi je voudrais revenir. Voici Nicolas Schoeffer dans les années 60, avec un appareil qui donc est un clavier en quelque sorte, un clavier qui anime non pas des cordes ou produit du son, mais active tout un ensemble de dispositifs d'écrans lumineux avec des prismes, des lentilles, des systèmes qui permettent, on le voit juste en face, donc de transcrire visuellement une symphonie musicale, passer du mode de la partition en quelque sorte du son vers une sorte d'animation visuelle. Alors si j'évoque ces projets qui une fois de plus vont être très présents sur la scène artistique là, à Paris là, dans les prochains mois, c'est parce qu'elle trouve évidemment des origines que je voudrais un tout petit peu justement voir et rencontrer avec vous. Ces origines, il faudrait d'abord aller les chercher, mais de manière, on le voit bien ici dans cette comparaison, de manière formellement extrêmement proche. Nicolas Schoeffer, si vous voulez, en 1960, qui est un artiste effectivement très engagé dans une lecture assez technologique de l'art, n'invente pas le fil à beurre. N'invente pas le fil à beurre parce que dans les années 20, quelqu'un comme Thomas Wilfred, un artiste d'origine, je crois que c'était finlandaise, mais installé aux États-Unis depuis le début du XXe siècle, donc développait des formes extrêmement similaires. On le voit donc des projections donc de formes comme cela un petit peu libres de couleurs qui sont censées donc être les nouvelles, qui est censée être une nouvelle forme d'art. On appelle ça le light art, l'art de la lumière, et qui donc s'émancipe dans son travail dès les années 1920. Dès 1920, j'ai envie de dire que tout ce qui va faire l'art lumino-cinétique des années 60 est déjà en place. Voici donc Thomas Wilfred avec ce qu'il appelait à l'époque le clavilux, donc un clavier avec un nombre de commandes assez considérable, très très proche effectivement de l'orgue en quelque sorte, et qui par des systèmes de pédaliers, de touches et autres permettait d'activer tout un système d'ouverture, de diaphragme, qui laissait passer des prismes de lumière et créait donc une sorte de petite féerie de couleurs mobiles. Donc voici quelques images donc des années 20-30. Vous voyez bien 24 ici, donc on est assez tôt. Vous voyez bien un public là, qui assiste à une sorte de spectacle de féerie, de formes comme cela un petit peu étranges, abstraites, ce qui m'intéresse bien évidemment. Voici une autre image un petit peu plus rare qui est intéressante. On le voit bien, ces formes prennent, on le voit là, des configurations qui sont très très proches d'un vocabulaire que l'abstraction, bien sûr, connaîtra plus tard. Je pense en particulier à l'abstraction lyrique, l'abstraction gestuelle des années 50. Quand on voit un écran comme celui-ci, qui est un écran qui s'anime, bien sûr, on a tout le vocabulaire d'un Hans Hartung, par exemple, et de toute cette esthétique de ce que l'on a appelé donc l'abstraction lyrique, qui a été vraiment le grand art abstrait des années 50.
Alors, Thomas Wilfred, les années 20, j'ai envie de dire, a lui-même sa propre origine. Donc on va à nouveau reculer le curseur. Nous sommes encore dans des années qui, j'ai envie de dire, ont déjà connu la peinture abstraite. On va avancer juste de quelques petites années. Nous sommes ici à New York en 1915 avec donc un spectacle, Prométhée, poème du feu, d'un compositeur, musicien d'origine russe qui s'appelle Scriabine. Scriabine que quelqu'un comme Kandinsky connaît bien. Et voici la première transcription visuelle d'une symphonie de Scriabine. Donc vous le voyez en fait ici, l'orchestre. Et puis sur le côté, ce qui peut apparaître comme un pianiste ou quelqu'un sur un clavier. Ce clavier ne produit pas de son. Ce clavier active, on le voit en fait ici, des faisceaux lumineux qui sont installés devant un écran et qui, avec des systèmes de prismes de couleurs différentes, produisaient donc une fois de plus une symphonie de couleurs mobiles abstraites qui était censée être une sorte de traduction visuelle de la symphonie de Scriabine. Scriabine était fasciné par cette question de l'articulation des sons et des couleurs, qui est une thématique qui, à la fin, au passage du 19e et du 20e, est extrêmement présente, et en particulier dans les milieux symbolistes, évidemment, trouve des accords, hein, l'idée de l'analogie, un tout, en définitive, tous les phénomènes se répondent, les couleurs et les sons aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans le milieu de la poésie de la fin du 19e, chez Rimbaud, bien sûr, dans le poème des voyelles, par exemple, dans l'idée de colorer la voix et autres, et que l'on retrouve aussi dans de nombreuses tentatives, justement, de transcription visuelle de la musique. Donc, Prométhée donnera Prometheans, c'est le groupe dans lequel Thomas Wilfred a produit donc ce type de proposition. Là, on voit à peu près, j'ai envie de dire, le lien direct. Thomas Wilfred a manifestement été très marqué par cette fameuse représentation de 1915 du Prométhée de Scriabine, et donc sous cette égide produit lui-même donc ce nouvel art de la lumière. Donc 1915, on peut se dire une fois de plus, c'est après la peinture abstraite qui, on l'avait compris, s'était imposée à partir des années 12, 13, 14. Alors il se trouve qu'il faudrait, une fois de plus, reculer, vous allez le voir, et encore ce curseur. Scriabine, avec son piano chromatique, est loin d'être un pionnier, ou en tout cas loin d'être le premier. Il y a d'autres tentatives, et là, vous allez le voir, le curseur, bien évidemment, avance avant le tout début du XXe siècle, et là, on est plutôt à la fin du XIXe. On est même en 1870 avec un projet ici d'un certain Benbridge Bishop. Il s'agit donc d'un clavier avec, surmonté, on le voit en fait ici, d'un écran en demi-sphère. Ce clavier, sur le principe que l'on a déjà repéré, sur lequel je vais revenir, consiste à associer à certaines touches justement du clavier des systèmes d'ouverture, de petites lucioles de couleurs qui vont produire donc une animation lumineuse, chromolumineuse sur l'écran. Voici ce qui peut-être est à l'origine véritable. Et là, il ne va pas falloir reculer de 5-10 ans, il va falloir reculer de 200 ans. Nous sommes dans les années 1720. Nous sommes au 18e, et il faut aller chercher chez un jésuite, le père Louis Bertrand Castel, et en particulier son Optique des couleurs. C'est un ouvrage qui est publié en 1740, mais le même Castel publie dans le Mercure de France, qui était la grande revue de vulgarisation des sciences et des techniques à cette époque-là, des premiers textes sur cette question de l'association des sons et des couleurs. Il s'est en particulier appuyé sur les théories de Newton et de la couleur. Je vous rappelle que Newton, quand il divise son spectre des couleurs en 7 couleurs et non pas en 6 comme on l'attendrait. 7 couleurs parce qu'il rajoute l'indigo, le violet, entre le violet et le bleu, il rajoute l'indigo, une couleur supplémentaire. 7 couleurs comme les 7 journées, bien sûr, de la semaine, mais surtout comme les 7
notes de la gamme diatonique. L'association entre les sons et les couleurs, une fois de plus, rejoignait l'idée du principe d'une harmonisation de l'ensemble des phénomènes physiques. Et en particulier, bien sûr, faire se rejoindre l'écoute et la vision. Le système auditif et le système visuel se rejoignaient et pouvaient peut-être donner lieu justement à de nouvelles instrumentations. Donc l'abbé Castel, dès 1720-25, dans le Mercure de France, propose la création de ce qu'il appelle un clavecin pour les yeux. Le clavecin pour les yeux, c'est quoi? C'est donc un instrument dont on a ici une gravure un tout petit peu plus tardive, puisqu'on n'a aucune trace. Vous allez voir que je parlais beaucoup de choses qui ont disparu. Les traces sont quand même assez légères. En tout cas, il s'agit ici d'une reproduction plus tardive d'un appareil que l'abbé Castel voulait diffuser. Il parlait même d'une diffusion dans tous les logements de Paris. Il pensait même à une diffusion massive de cet appareil. 200 000 appareils dans Paris, ce qui n'était pas rien. Chacun aurait eu son petit clavecin oculaire chez lui. Donc le principe, je ne sais pas si vous arrivez peut-être à distinguer, donc c'est une sorte de boîtier, une sorte de coffre avec des ouvertures, on les voit ici, des ouvertures en forme de petits rectangles. Vous voyez, elles correspondent à la gamme des notes. Et ces ouvertures, en fait, faisaient passer des petites lamelles de tissu légèrement transparent qui étaient teintés de différentes couleurs. Et donc, à chaque note était associée une couleur. Et donc, à l'appel de la note, on faisait subitement passer, on ouvrait en quelque sorte probablement une sorte de petite languette. Donc la note faisait ouvrir la languette faisait passer une petite lumière, probablement une luciole de bougie en quelque sorte, qui allait produire un petit faisceau lumineux et donc activer une sorte de petite lente, de faisceaux de couleurs comme cela qui pouvaient donc constituer une sorte de mise en symphonie visuelle de la musique. Alors j'ai ramené ici la couverture de l'optique des couleurs où l'on retrouve tout le descriptif de l'appareil. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très belle réflexion qui est faite à cette époque-là et qui me semble très moderne sur l'idée de l'impuissance de la peinture. La peinture, selon Castel, c'est quelque chose qui est fixe. Et parce que c'est fixe, c'est sans âme, sans anima. Il faut animer la peinture pour pouvoir lui donner vie et lui donner âme. Un autre corollaire de la réflexion de Castel, c'est de dire que le spectateur, quand il s'engage dans une contemplation esthétique, a une envie d'infinitude, un désir de rejoindre une infinitude. Et donc, l'art de la peinture qui livre immédiatement l'image telle qu'elle, sans qu'elle puisse faire l'objet de modifications, de changements, de métamorphoses et autres, serait justement impuissante à rendre compte de cette infinitude. Il y aurait ici, mais je ne le ferai pas là, peut-être dans une prochaine séance, un intéressant dialogue à orchestrer entre ce type de proposition et l'apparition, chez d'ailleurs les mêmes jésuites, chez Kircher en particulier, de la forme du kaléidoscope. Le kaléidoscope, c'est quoi? C'est une forme qui permet en quelque sorte, à travers une combinatoire multiple de quelques petits éléments primaires, de démultiplier systématiquement la forme, de faire que la forme ne sera jamais la même, et donc de créer une sorte de mouvement perpétuel d'œuvre qui ne sera, une fois de plus, qui sera toujours donc dans une sorte de mouvement. Et ce mouvement, en fait, est intéressant parce que Castel montre qu'il ne peut, en définitive, que justement répondre à une soif innée du spectateur pour le mouvement. Je parle de ça parce que vous le voyez bien, les années 60, en fait, et j'ai commencé avec Nicolas Schoeffer, l'idée du luminocinétisme, l'expo qui va ouvrir, organisée par Serge Lemoine, s'appelle Dynamo, je crois que c'est pas pour rien. Les années 60, j'ai envie de dire, avec peut-être évidemment une approche qui est un tout petit peu moins spiritualisante et métaphysique, parce que les années 60, à cette époque-là, sont plutôt au contraire très dans l'optique, j'ai envie de dire un degré très matériel justement de la relation à l'œuvre et autres, mais en tout cas il y a, je pense, cette même réflexion sur l'idée que le propre, le désir en quelque sorte du spectateur moderne, c'est un désir de métamorphose permanente de l'image et auquel il faut donc, pour laquelle il faut à laquelle il faut répondre, et répondre par justement l'introduction de l'animation dans le champ du tableau. Alors il se trouve que si
justement l'abbé Castel avec son clavier oculaire ou son clavecin pour les yeux, c'est une assez belle expression, je trouve assez poétique. Je pourrais faire... J'avais prévu faire un petit développement, mais là je ne pourrais pas vous le faire. Mais l'abbé Castel, il est allé assez loin puisqu'il a même pensé à des clavecins pour les odeurs, qui préfigurent bien évidemment les clavecins de parfum qu'on retrouvera dans le symbolisme de Huysmans, par exemple, et autres, avec des petites cassolettes qui produiraient des essences et qui seraient libérées par justement l'appel de la note. Il y a une vraie poétique sur aussi toute la diversification des sens qui sont appelés dans l'œuvre. La peinture ne s'adresse qu'à l'œil. Il faudrait aussi peut-être diversifier l'appel des sens pour aussi évidemment augmenter l'efficacité d'emprise sur le spectateur. Alors, si l'abbé Castel pense dès 1720 l'idée peut-être d'une sorte de transcription visuelle de symphonie musicale, c'est parce que j'ai envie de dire que les théories optiques de l'époque et celles de Newton pouvaient favoriser. J'ai envie de dire que le 19e, bien évidemment, va accélérer ce type de proposition. L'abbé Castel, son clavecin pour les yeux, on en parle même dans l'encyclopédie. Diderot lui consacre des textes, Rousseau aussi. On parle pas mal, somme toute, de ce clavecin, mais on parle d'un clavecin qui probablement n'existe pas vraiment, ou en tout cas existe assez peu. On n'a aucune trace physique, en tout cas aujourd'hui, du clavecin. Il faut attendre un tout petit peu plus, attendre que la technologie, bien sûr, puisse permettre de faciliter l'opération, mais aussi, je crois, attendre que la physique de cette coordination entre les sons et les couleurs puisse aussi favoriser ce dialogue. Le 19e va le faire, et va le faire, j'ai envie de dire, très très tôt, tout début du 19e, deux révolutions qui vont favoriser ce type de projet, d'une coordination entre les sons et les couleurs, et donc la possibilité à terme de produire cette fameuse symphonie de couleurs qui ne serait autre qu'une transcription visuelle de symphonie musicale. Première révolution, c'est la révolution physique de la lumière, c'est-à-dire que la théorie de Thomas Young, en 1800 exactement, impose une théorie donc, non plus corpusculaire de la lumière, mais une théorie plutôt vibratoire de la lumière. Et donc, puisque la lumière subitement devient un phénomène vibratoire, avec des systèmes de fréquences, de hauteur, vous le voyez bien, rien n'empêche de croire immédiatement à l'idée que la gamme des sons pourrait aussi peut-être trouver des équivalences avec la gamme des couleurs. D'où la multiplication au milieu du 19e et en particulier à la fin du 19e, de traités qui, à cette époque-là, donc tentent, on le voit en fait, de placer le prisme des couleurs sur la partition en quelque sorte musicale. Non seulement placement des couleurs sur la partition, mais j'ai envie de dire équivalence. On voit bien du clavier et de l'évolution en fait, des touches sur le clavier avec le prisme des couleurs. Voici un traité de 1880, en voici un de 1900, et rapport harmonique des sons et des lumières d'un certain Hasbel. Et là, on le voit très très bien, vraiment cette idée que l'on va pouvoir faire coïncider le prisme des couleurs venu de la lumière avec donc la hauteur de son des 7 notes principales de la gamme diatonique. On pourrait, mais là je ne peux pas le faire, je n'ai pas le temps, mais montrer combien ce modèle en quelque sorte d'une association entre la hauteur des couleurs, la hauteur fréquentielle des couleurs et la hauteur fréquentielle des notes va nourrir abondamment le projet de la peinture abstraite. J'ai ramené ici un tableau de 1909 de Kupka qui s'appelle Les touches de piano Le Lac, qui est encore pas, il n'est pas abstrait, il est fauve, il y a encore une sorte de scène, un lac avec probablement des gens qui sont dans une barque, et puis au premier plan, de manière beaucoup plus étrange, des touches de piano, une main, un pianiste, qui viennent se répandre dans l'espace et qui, 2 ans, 3 ans plus tard, en 1912, vont recouvrir l'intégralité du tableau avec toute la série des verticales de Kupka, qui sont des œuvres pionnières dans les débuts de l'abstraction. C'est-à-dire que là, toute la partie supérieure, la plus descriptive, disparaît au profit d'une pure orchestration de
d'horizontales, de panneaux comme cela horizontaux, enfin verticaux, pardon, qui rythment le tableau presque à la manière d'un clavier et qui le rythment aussi presque à la manière d'une partition, des notes qui s'orchestrent sur une page. Le peintre devient un compositeur, l'association entre le musicien et le peintre fonctionne à plein dans les débuts de la peinture. Il se trouve que cette association entre couleur et son, qui va favoriser donc l'apparition de ces sons et lumières en quelque sorte, trouve un autre appui dans une autre révolution du tout début du 19e et même de la fin du 18e. C'est l'apparition de la science acoustique. J'ai ramené ici donc le premier véritable traité d'acoustique d'un certain Ernst Florenz Chladni, C-H-L-A-D-N-I, Chladni, dont on retient principalement donc la fameuse expérience des planches de Chladni. Je vous rappelle le principe physique très rapidement. Il s'agit d'installer une fine couche de sable sur une planche, soit de verre ou soit de zinc, ou enfin de cuivre, et puis avec un archet de produire de la vibration. On est toujours dans ce modèle de la vibration qui serait commun, couleurs, les sons et tout ça va se réunir dans un même modèle opératoire qui est la vibration généralisée. Et comme par hasard, donc, Chladni fait apparaître des formes d'ailleurs qui ne sont pas anodines puisque, vous le voyez, elles sont géométriques et qu'elles sont très symétriques. L'idée, bien évidemment, qui est derrière cela, Chladni est un contemporain de Goethe et de tous ces philosophes de ce qu'on appelait la naturphilosophie. L'idée, c'est que derrière le chaos des phénomènes, derrière même le chaos des sons et des bruits, se cache bien sûr l'harmonie divine, et toute la symétrie viendrait rendre compte de l'ordre qui est caché derrière l'apparent justement chaos des phénomènes. Donc voici l'expérience, mais retenons une idée bien sûr de cela, c'est qu'avec l'acoustique, ce qui se donnait à entendre se donne subitement à voir. L'idée d'une transcription graphique et non plus chromatique, comme on vient de le voir, une transcription graphique du son est possible. Et ce qui peut nous paraître complètement anodin aujourd'hui, avec nos systèmes, on a tous les équaliseurs, les chaînes stéréo et autres qui nous parlent en permanence en quelque sorte de cette transcription, sans parler du vidging dans les discothèques ou dans les rave parties. L'omniprésence de cette traduction qui est en plus extrêmement accélérée par toutes les technologies évidemment aujourd'hui de l'électronique, cette idée d'une traduction graphique du son était quelque chose qui, à nouveau, a dû attendre quand même avant d'arriver. Et le 19e a permis et a autorisé. Alors j'ai juste ramené quelques images de la fin du 19e cette fois, pour vous montrer comment cette fascination pour une transcription visuelle du son, évidemment, se multiplie, pas simplement avec les instruments. Voici ici un tonographe, j'ai emprunté cela à la revue La Nature, qui était la grande revue de vulgarisation scientifique. Le tonographe, ça serait quoi ? Ce serait un tube, et sur le principe en fait des planches de Chladni, c'est au bout en fait on dispose des petites fines couches de pollen ou de cet ordre-là, et avec dans un liquide visqueux, et on produit du son, des vocalises par exemple. On essaie de voir si les voyelles peuvent produire des formes, et voici ce que cela peut donner. J'ai ramené juste ici les Voices Figures ou l'édophone d'une certaine Mrs. Watts-Hughes. Nous sommes là vraiment à la fin du 19e. Voici ce qu'elle obtient, des formes qui sont des formes à la fois géométriques, qui reprennent des formes de fleurs comme cela, ou des formes très décoratives, mais qui, pour certaines, deviennent de plus en plus complexes, et qui reproduisent des sortes de mondes un peu mi-floral, mi-aquatique. Et voici des photos donc, qui apparaissent, et que, on le sait, par exemple, un Kandinsky a regardé attentivement. Kandinsky, qui dans du spirituel dans l'art, à la fin 1911, qui est un manuel qui le fait aller vers l'abstraction, est fasciné par l'idée de l'équivalence des sons et des couleurs, mais aussi justement par toutes ces méthodes de transcription visuelle du son. On retrouvera ça jusque dans les titres de chez Kandinsky. Voici des œuvres donc pionnières, 12-13, des études préparatoires à des compositions 1913 de Kandinsky, donc on est vraiment dans l'abstraction, mais dont on voit bien qu'elle ressemble à s'y méprendre à ces tentatives justement de produire des formes un peu mobiles, visqueuses comme cela, du tonographe ou de l'édophone, et qui, je pense, se retrouvent dans des œuvres comme celle-ci de 1913. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est par exemple cette œuvre, elle est réalisée sur verre, comme les plaques de verre
de Chladni. Donc il y a vraiment cette idée d'association possible. Il y aurait d'autres interprétations que je pourrais faire ici de cette œuvre-là, mais l'une des sources pourrait être effectivement l'idée que cette composition de couleurs en un certain ordre assemblé coïncide avec justement une sorte d'orchestration musicale. Alors je reviens bien évidemment à mes instruments parce que ce qui fonctionne, vous le voyez bien pour la peinture, et les débuts abstraits, je ne peux pas le dire ici, mais les débuts de la peinture abstraite sont extrêmement occupés par cette question de la présence de la musique et de la transcription musicale en images ou en couleurs. Il se trouve que, bien évidemment, transcription graphique et transcription chromatique du son sont extrêmement favorables à l'apparition de multiples instruments qui, à la fin du 19e, c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, vont apparaître sur les scènes, des scènes assez diverses, des scènes de théâtre, des scènes de cirque, l'Expo universelle et autres, et donc proposer au regard du spectateur d'avant l'apparition de la peinture abstraite, des formes mobiles, chromolumineuses, abstraites, qui pouvaient, me semble-t-il, préparer directement le regard face à la peinture abstraite. Donc je reviens sur Benbridge Bishop et son appareil. Vous voyez là les dates des brevets, 1877, c'est quand même assez proche. Et ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est que c'est contemporain de quoi ? Contemporain de l'apparition de l'électricité dans les théâtres. Il y a, je crois, là, en fait, quelque chose qui, une fois de plus, sans faire du déterminisme technologique de l'art, mais on voit très très bien que le projet ancien de l'abbé Castel, qui, avec les petites bougies passant devant des tissus teintés, devait probablement brûler assez vite. Donc tout cela, en fait, a fait l'objet d'assez peu de diffusion. En revanche, la fin du 19e, avec l'arrivée de l'électricité, pouvait, bien évidemment, plus qu'accélérer ce processus. Il se trouve que ce n'est pas simplement l'arrivée de l'électricité dans les théâtres, c'est l'arrivée de l'électricité dans de nombreuses salles de spectacle, à l'exposition universelle et autres. Et puis, bien évidemment, une sorte de spectacularisation généralisée avec laquelle l'art doit composer. L'art et les artistes, bien évidemment, vont vouloir aussi, j'ai envie de dire, accompagner ce mouvement. Alors, je voudrais m'arrêter sur une ou deux figures. On a assez peu de traces. Il y a un projet qui est un peu plus documenté, je vais m'arrêter un petit peu sur lui, mais une fois de plus, il faudrait avoir en tête qu'ils sont assez nombreux et plus nombreux qu'on ne le pense, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de traces de tout cela. En revanche, quand on regarde un peu la presse ou la littérature artistique de l'époque, autour des spectacles et autres, on s'aperçoit qu'ils étaient plus présents qu'on ne le pense dans les spectacles du passage du siècle. Alors je vais m'arrêter sur ce premier personnage, il s'appelle Alexander Wallace Remington, donc Remington comme les machines à écrire. Et le voici donc là probablement dans une photo des années 1895. On a des traces, si vous voulez, de performances qu'il propose dès les années 1892-13 avec ce qu'il appelle le color organ. Donc le voici. Wallace Remington devant son instrument, vous le voyez, en fait c'est un clavier et puis au-dessus donc une sorte de coffre, c'est un orgue en quelque sorte, mais dont les ouvertures, une fois de plus, ne sont pas des amplificateurs en quelque sorte de son, mais sont des bouches d'entrée de couleurs avec un système donc de disques colorés qui qui va passer devant un faisceau lumineux. Voici donc des photographies qui nous sont aujourd'hui qu'on peut donc avoir une idée, qui nous donnent une idée de l'appareil. Ce sont des photographies un tout petit peu plus tardives de 1912, puisque le même Wallace Remington donc a publié 1912, c'est intéressant parce que c'est vraiment la date inaugurale de la peinture abstraite. Donc a publié un ouvrage très illustré. Qui s'appelle le Color Organ, qui s'appelle Color Music, pardon, et donc qui nous donne un aperçu de l'arrière
du mécanisme. Donc là, vous le voyez, en fait, qu'est-ce qui est en jeu ici? C'est des systèmes assez perfectionnés de petits diaphragmes qui permettaient en fait de juguler l'importance du passage de la lumière devant ces disques et donc de juguler progressivement en fait l'expansion, la rétractation de formes de couleurs qui étaient censées donc accompagner une symphonie musicale. L'idée étant, vous le voyez bien, d'être au plus proche de la richesse musicale, les tonalités, les amplifications et autres, et donc de faire que la couleur, en quelque sorte mobile, pouvait justement rendre compte au maximum de la diversité du vocabulaire musical. D'où l'idée, et là on le voit très très bien dans la distinction qui est faite entre le premier brevet, je travaille un peu sur le premier brevet de 1893, et la description qui en est faite en 12, on voit bien qu'il a avancé, notre ami Wallace Flemington. C'est-à-dire qu'en fait, au début, c'était un peu archaïque, il y avait une petite lumière qui apparaissait à la note et autres, et il n'y avait pas beaucoup de variations de teinte, de luminosité. Donc, vous voyez, le timbre, par exemple, qui était une notion qui apparaissait aussi de manière assez nouvelle dans le vocabulaire musical, était quelque chose qui ne pouvait pas dans un premier temps être élaboré dans sa traduction visuelle. Donc là, on va le voir, quelqu'un qui, parmi d'autres, développe tout un ensemble de technologies qui permettront justement de jouer avec des systèmes de pédaliers qui vont jouer sur des rhéostats avec des intensifications lumineuses différentes, avec des systèmes donc d'obturateurs qui permettront de réduire l'ampleur du faisceau lumineux et donc de jouer sur des sortes de pulsations comme ça de forme. C'est assez organique, c'est très vivant et c'est donc justement l'idée de l'animation. Voici donc une photo de l'intérieur de cet appareil. C'est intéressant parce que là, vous voyez, on est dans les années 1900 probablement, et ça préfigure complètement les appareillages, le cerveau électronique, comme l'appellera Nicolas Schoeffer, pour ces appareils de projection cybernétique des années 60. On est quand même très très proche de ce type. Et là, on voit bien tout un ensemble à la fois de pédaliers et autres qui permettaient donc de jouer sur certains paramètres d'intensité, de variation, de couleur et autres. Voici donc un brevet de 1895, ce qu'il appelle les color effects, avec tout un système qui va aller se sophistiquant de loupes, de miroirs, qui permettait justement de jouer sur une démultiplication de l'image. Voici d'autres brevets, je passe sur les détails, c'est qu'à moitié, je ne voudrais pas insister là-dessus. En revanche, je voudrais revenir sur le décor de tout cela. Il s'agit là de l'atelier de Wallace Flemington. On le voit, il y a encore la présence de la peinture. Wallace Flemington était manifestement un peintre. Il était peintre et musicien et avait trouvé dans le color organe la manière justement de les réunir tous les deux. Alors comment le fait-on? À quoi peut ressembler le spectacle? Je pense que l'image la plus proche de ce que pouvait être le spectacle, la voici, elle est assez rare. C'est donc une assistance qui s'installait devant quoi? Devant un écran, un drapé, qui camouflait l'appareil. Et donc, en fait, les projections, vous le voyez bien, en fait, se faisaient non pas des caissons indirects, mais elles venaient directement se projeter sur une sorte d'écran lui-même un peu mobile et créait donc en fait une sorte de petit diorama comme cela d'animation. Donc on peut imaginer des formes qui apparaissaient et autres. Et là, cette photo doit dater à peu près de la fin du 19e. C'est une modalité parmi d'autres. Ici, on le voit bien, s'adressant plutôt à un public assez restreint. C'était pas rien, déplacer l'appareil. Vous voyez bien que technologiquement, c'était pas simple. Donc on imagine plutôt une sorte d'ambiance un peu néo-gothique. C'est une ambiance un peu de chapelle en quelque sorte. Il y a quelque chose qui est tout à fait dans une ambiance un peu symboliste. Mais j'ai envie de dire que ce côté un peu mystérieux, le côté petite chapelle, va très très vite avec justement la technologie prendre d'autres formats. Alors, je voulais faire le rapprochement, bien sûr, avec ce que l'on avait évoqué à la précédente séance. J'avais parlé non pas de la scène musicale, des light shows, mais j'avais parlé d'un autre light show, celui de la Loie Fuller, cette danseuse qui a été la grande égérie de la danse Art Nouveau au passage du siècle. La voici, et j'ai envie de dire que le rapprochement entre le voile de la Loie Fuller qui accueille les faisceaux lumineux, qui devient une sorte d'écran en quelque sorte, lui-même vivant par les mouvements justement en danse serpentine, est assez proche en fait aussi de cela.
Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que les dates coïncident, hein. J'ai parlé de la première occurrence du color organ de Wallace Remington en 1893. Je vous rappelle que 1893, c'est la fameuse naissance de la danse serpentine sur une petite scène des États-Unis où il y a un spectacle, je vous rappelle, un hypnotiseur, et Loie Fuller a cette fameuse idée, c'est ce génie comme ça d'apparaître sous la forme d'une sorte de petit papillon pour représenter, dit-elle, l'esprit ailé du magnétiseur, hein. Donc les dates coïncident et je crois que ce n'est pas un hasard. J'ai ramené juste un petit photogramme d'un film d'une imitatrice de Loie Fuller pour montrer comment tout cela, évidemment, pouvait dialoguer. Alors, ce qui pourrait paraître confiné en quelque sorte à une ou deux expériences, un Benbridge Bishop d'un côté ou un Wallace Remington dans son atelier en bidouillant en quelque sorte un nouvel appareil qui aurait la particularité justement de produire une sorte de transcription visuelle du son, a, me semble-t-il, quand même une certaine notoriété ou diffusion publique. C'est ce qui m'intéresse aussi, bien sûr, hein. C'est pas de me dire que, en gros, si vous voulez, il y a quelques expériences pionnières qui auraient pu préfigurer l'abstraction, c'est se dire aussi que ces expériences, loin de rester dans les cercles confinés des ateliers, trouvaient un public, et un public assez vaste. Le cas de Loie Fuller, et en particulier de son pavillon à l'exposition universelle, coïncidait assez bien avec cette idée. Eh bien, ce que je viens d'évoquer là avec les pianos chromatiques ou les clavecins pour les yeux, hein, eh bien, trouve à peu près le même type de résolution. C'est-à-dire qu'à l'exposition universelle de 1900, par exemple, qui n'est pas si loin du pavillon de Loie Fuller, il y a un palais de l'optique. Un palais de l'optique dans lequel on va retrouver justement un exemplaire d'un piano chromatique. Alors, je n'ai pas encore eu le temps de pousser l'enquête jusqu'au bout. Pour l'instant, je ne peux vous proposer que une idée, si vous voulez, de ce que pouvait être ce palais de l'optique. Je n'ai pas trouvé d'image encore de l'appareil lui-même sur place, mais je pense que je vais en trouver. Il faut que je fasse une recherche un petit peu plus poussée. En tout cas, ayons en tête que quand le grand public, je vous rappelle, 50 millions de visiteurs, hein, c'est massif. Et on peut se dire qu'il n'y a pas 50 millions à être passés dans le petit pavillon de Loie Fuller, mais en revanche, au pavillon de l'optique, qui était une sorte de grand feu d'artifice quand même, et assez attractif, hein, sur les technologies d'électricité qui fascinaient à cette époque-là, on peut se dire qu'il y a beaucoup de monde qui est passé. Alors, voici à quoi ressemble donc l'édifice, hein. C'est un édifice typique beaux-arts, architecture beaux-arts, avec ce qui m'intéresse, donc, j'ai envie de dire déjà, on le voit, une verrière, l'architecture évidemment de la transparence, hein, qu'on retrouve omniprésente, hein, jusqu'à donc bien sûr ce qui nous en reste, hein, aujourd'hui, hein, le Grand Palais, bien évidemment, hein. Donc cette architecture de la lumière et de la transparence, ici qui prend la forme d'une sorte de dôme géodésique, là en demi-sphère, une sorte de globe. Mais moi ce qui m'intéresse, vous le voyez bien, c'est la distribution presque en touches, hein, presque comme un clavier. Donc j'ai envie de dire que l'édifice lui-même est une sorte d'orgue gigantesque, hein, qui fait rentrer justement, c'est le palais de l'optique, un palais technique. On ne peut pas dire que ça soit un palais des beaux-arts, ce n'est pas une œuvre d'art en soi proprement dit. On le voit bien à la frontière entre l'instrumentation optique, le jouet et peut-être quelque chose d'artistique. Mais en revanche, quand on rentre à l'intérieur, donc on assistait donc à un orgue de couleur. L'orgue de couleur, en revanche, si je n'ai pas trouvé d'image à vous proposer, j'en suis bien désolé, j'espère d'ailleurs moi-même en retrouver. J'ai retrouvé l'auteur, en revanche, de cet orgue de couleur, et qui est un auteur tout à fait passionnant. Il s'appelle Louis Favre, et on lui doit notamment donc, cet ouvrage en 1900 qui s'intitule donc La musique des couleurs et les musiques de l'avenir, qui est un traité parmi d'autres à cette époque-là sur cette question justement de la transcription visuelle et chromatique donc, de la musique. Et là, en particulier, il dit les musiques de l'avenir, mais on pourrait plutôt dire l'art du futur, hein, puisque pour lui, en quelque sorte, musique et peinture vont se réunir dans un nouvel art qui sera un art de la lumière qui projettera donc sur des écrans
des animations et autres. On lui devra plus tard, dans les années 20, un ouvrage sur la cinématographie en couleur, qui est un ouvrage intéressant parce qu'ils sont assez rares quand même encore à cette époque-là, de défense presque d'un cinéma pur, d'un cinéma abstrait, un cinéma de couleur comme cela. Mais il faudra attendre un petit peu plus, quelques années, j'ai envie de dire. En revanche, dès 1900, il a théorisé cette question d'un nouvel art de production comme ça, qui est la musique des couleurs, et surtout avant, c'est-à-dire dans les années 80, 1885, 89, j'ai retrouvé un texte de lui dans le Petit Marseillais sur la musique des couleurs. Il pense donc à un clavier de couleurs dont il nous donne quelques descriptifs. Il nous en donne d'ailleurs les sources aussi. Il s'intéressait beaucoup à des instruments de l'époque, sur des flammes manométriques. Enfin, je passe sur les détails, mais enfin, beaucoup de choses autour des résonateurs, la question des fréquences qui l'intéresse beaucoup, les fréquences qui sont une fois de plus l'idée de faire correspondre les couleurs et les sons. Alors, il se trouve que Louis Favre n'est pas le seul, une fois de plus, à s'intéresser à ces questions. Aux États-Unis, par exemple, une certaine Mary-Ellen Greenwald, la voici, devant un appareil qu'elle a baptisé d'un nom assez poétique, c'est plus le clavecin des couleurs, ça s'appelait le Sarabet. C'est un clavier, on le voit ici, et devant, vous voyez une sorte de disque. Ce disque était un disque coloré. Et à nouveau, la touche ouvrait un petit diaphragme, la lumière passait et produisait donc une sorte de petite lanterne magique. Alors vous allez me dire, à nouveau, tout ça c'est un petit peu du bidouillage, mais il se trouve que tout cela va avoir des incidences sur justement des nouvelles formes. Et je voudrais juste en évoquer une qui annoncera donc le devenir cinématographique que j'évoquerai la semaine prochaine. Le devenir cinématographique de tout ça, le cinéma va apparaître très naturellement puisque c'est un cinéma d'animation comme la formule la plus technologique pour proposer cet art de la musique colorée. Un certain Daniel Baranov-Rossiné, il ne sera pas le seul, mais en tout cas un Russe qui est basé à Paris, dès 1912, toujours une année clé dans l'apparition de la peinture abstraite, l'idée donc de ce qu'il appelle un piano optophonique. Alors il lui donne un nom, vous voyez bien, une résonance un petit peu plus, c'est plus le clavecin des couleurs, c'est un piano optophonique, phonique, le son et l'optique qui se réunissent. Et donc voici un disque plus tardif là, des années 20, voici Baranov-Rossiné, voici son autoportrait en 1913, et voici un tableau qui m'intéresse de 1913, qui est typique donc de cette musicalisation chromatique de la peinture. On a ici donc la présence de la partition, Rhapsodie, une autre en au-dessus, probablement là donc on le voit un pianiste, et puis d'autres formes un peu plus étranges, mais qui peuvent nous en dire long justement sur la présence de ces pianos chromatiques dans certaines scènes. Et ici en l'occurrence je pense le cirque tout simplement. On a là une sorte de bulbe blanc avec en bas renversé le mot Osram, donc le nom d'une marque d'ampoule électrique. Donc une ampoule électrique qui passait probablement devant des prismes de couleurs et qui devait donc créer une sorte d'animation visuelle d'une symphonie musicale qui accompagnait, alors là je ne sais pas si vous arrivez à distinguer, là sur la partie de gauche, en diagonale, une sorte de corps comme cela, d'un athlète, plutôt probablement un funambule, et au-dessus aussi quelqu'un plutôt de recroquevillé. Donc là on a une sorte de scène, on le voit, de cirque. Je pense que l'une des interprétations, c'est celle que je vous propose en tout cas, pourquoi subitement le cirque vient se mêler à cette idée de color music et autres, et c'est parce que par exemple quelqu'un qui a été très important dans la diffusion du spectaculaire circassien, Barnum, Barnum on le sait, a très très vite eu l'idée, il était fasciné par toutes les nouvelles techniques et autres, il a eu un clavecin oculaire dans son cirque très très tôt. Donc là, on a, j'ai envie de dire, peut-être la référence à cette présence justement populaire aussi de ces spectacles. Voici à terme, ça c'est la version de 1920, ce que donnera donc le piano optophonique de Baranov-Rossiné, donc un caisson qui, comme une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est une version technique et technologique du clavecin des couleurs de l'abbé Castel, donc contient
des disques de couleurs, on en a vu un tout à l'heure, avec des systèmes pivotant de petits miroirs, des loupes, des kaléidoscopes qui produisent, on le voit en fait, une petite féerie. Voici 4 disques qui nous restent aujourd'hui. Voici un détail de ce que pouvait être la richesse, on le voit bien en fait, rythmique et chromatique de ces disques. Et voici donc le résultat que cela donne. Donc une sorte d'apparition comme cela de petites formes lumineuses, organiques, qui formait donc spectacle. Je voudrais juste terminer, vous avez compris que c'est un petit peu frustrant pour moi parce que je suis obligé d'accélérer là, beaucoup trop là, cette fois, là, définitivement, mais tant pis, c'est de ma faute là, vraiment. Je voudrais juste terminer sur l'idée que l'apparition et peut-être la multiplication quand même si aujourd'hui elle ne paraît pas visible parce que ces instruments ont quasiment pour la plupart tous disparu et que peu d'images restent de tout cela, donc peu de documentation. L'idée de cette diffusion de ce genre d'instrument, donc le clavier des couleurs, je pense coïncide avec aussi la manière dont on pressent l'électrification généralisée de la perception et j'ai envie de dire même de l'émotion. Si l'électricité, je l'ai dit, à la fin du 19e, a accéléré l'apparition de ces instruments, c'est aussi parce que je crois, à ce moment précis, on commence à réfléchir à l'idée que la perception entière est un phénomène électrique, que l'émotion fonctionne sur ce principe. J'ai juste ramené ici la proposition que Siemens, un des grands pionniers bien sûr de l'électricité, proposait avec son œil électrique de 1876. Je n'entre pas dans les détails techniques, mais il avait découvert un produit particulier qui s'appelle le sélénium et qui permettait en fait, le sélénium a une particularité, c'est que quand il est exposé à la lumière, devient un conducteur électrique. Et donc il suffisait, vous le voyez bien, d'exposer le sélénium pour que subitement une décharge électrique puisse passer et donc on allait en fait produire des systèmes d'induction. L'œil, en fait ici, la rétine était constituée de sélénium et allait produire des petits fils qui sont une reconstitution, vous le voyez bien, purement mécanique et électrique de la rétine. Alors pourquoi j'évoque cela? C'est parce que le terme même qu'emprunte Baranov-Rossini en 1912 d'optophonie vient de là. Il vient de là parce que au même moment, en 1912, vous avez en fait l'apparition de cet instrument qui s'appelle The Exploring Optophone. De quoi s'agit-il? D'un petit instrument basé sur le sélénium et autres qui permettait en fait de diriger justement les aveugles dans l'espace dès qu'il y avait un obstacle. Donc la lumière évidemment s'estompait. La lumière s'estompant, le sélénium n'était plus conducteur et autres. Enfin, je passe sur les détails. Donc qu'est-ce que l'on constate? On constate que quelqu'un comme Raoul Haussmann, qui va parler ensuite d'optophonie, un poète aussi lié au mouvement Dada et qui va être fasciné toute sa vie, jusque dans les années 60, par l'idée d'un appareil qui permettrait de transposer en couleur des sons et vice-versa d'ailleurs. Raoul Haussmann n'est pas le seul. Quelqu'un comme Francis Picabia, qui est un des pionniers de l'abstraction, en 1913, produit ce type d'œuvre. Il s'agit d'une œuvre intitulée « La peinture, c'est comme la musique », où l'on voit le prisme des couleurs qui peut-être coïncide avec un prisme des notes. Et un tout petit peu plus tardivement, produira toute une séquence d'œuvres intitulées, de titres assez étranges, mais qui n'ont rien à voir avec la source. Et la source, c'est quoi? C'est les optophones de cette époque-là, avec des systèmes de perforation qui permettaient de faire passer des faisceaux lumineux, avec des systèmes de couleurs et autres. Donc, pourquoi j'évoque tout cela? On voit bien, c'est qu'il y a vraiment, à la fin du 19e, me semble-t-il, plein de facteurs extrêmement convergents pour justement favoriser l'apparition assez utopique d'un nouvel art, qui serait un art mobile, qui serait un art technologique, un art électrique, correspondant aussi à toute cette fascination pour ces nouveaux spectacles qui arrivent dans les vitrines, qui arrivent à l'exposition universelle et autres, et là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, suspense insoutenable,
qui vont tout de suite trouver, bien évidemment, dans le cinématographe, une résolution. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette question de l'animation, dans le cinéma, va évidemment immédiatement en fait, trouver une transcription. Donc, la musique, bien sûr, une musique un peu particulière, une musique pour les yeux, est aussi, bien évidemment, un autre lieu, une autre scène, une avant-scène de l'abstraction. J'essaierai de vous montrer donc comment le cinéma en sera une autre. Voilà. Je m'arrête là, je suis désolé, c'est vraiment très très synthétique, mais je ne peux pas faire autrement parce que, comme vous l'avez compris, à chaque fois je me suis bloqué par mon train de 20h13 et peut-être que là on a la possibilité de se donner une ou deux questions, mais je vais être un peu juste quand même. Je suis vraiment désolé parce que ça paraît un peu là, colporteur là en express, c'est un peu short, mais j'étais pris à défaut là tout à l'heure par le train. Alors ça sera le grand débat, bien évidemment. D'ailleurs, aussi bien du côté de la poésie avec la coloration des voyelles que du côté de la musique. Le grand débat, ça sera est-ce qu'il y a une équivalence scientifique et autres. Il faudra attendre, bien évidemment, les années 12 et autres, l'arrivée de la théorie de la relativité pour balancer tout cela. Et donc arrêter de croire effectivement en l'idée d'une équivalence physique entre le phénomène acoustique et le phénomène visuel. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que les imaginaires artistiques, eux, s'emparent de cela. Et alors l'une des critiques, bien évidemment, qui va s'orchestrer autour de ces spectacles, mais là, je n'ai pas pu en parler, j'essaierai peut-être de le reporter à la semaine prochaine, justement, je vous en parlerai un peu quand même, c'est qu'on disait, mais alors pourquoi est-ce que alors le sol serait-il orangé? Ben non, pas pour moi, et autres, comme le A n'est pas noir, et autres, et donc il y avait bien évidemment tout un système de refus de cela, en partant du caractère très arbitraire de ces associations, bien sûr. Mais ayant en tête qu'à cette époque-là, bien évidemment, la science faisait croire encore à la possibilité de ce système d'équivalence physique et donc pouvait plutôt favoriser ces jeux d'association. Mais c'est des associations qui, effectivement, n'aboutiront jamais. Ce qui ne veut pas dire que le système, bien évidemment, de coloration, de la musique et autres, n'aura pas de nombreux développements. Il en aura plein dans les années 60 avec tout, évidemment, l'appareillage psychédélique, mais j'ai envie de dire chez un Messiaen, par exemple, qui est fasciné par ce qu'on appelle la synesthésie, justement, la correspondance des sons, des couleurs, la correspondance des sens, est très présente dans les années 60, bien sûr encore. Merci.